Bonjour. Comme annoncé au mois de décembre, j'ouvre en ce mois de janvier de l'année 2025 les études ericksoniennes avec un dossier consacré à l'inconscient chez Milton Erickson. Alors, c'est peut-être une notion qui vous paraît simple, simpliste même peut-être pour certains, mais en même temps, c'est pas si sûr. Dans un premier temps, je vais décortiquer autant que faire se peut cette notion d'inconscient chez Erickson, et puis nous allons rejoindre Nicolas Gouin, donc médecin psychiatre à Nantes et éminent ericksonien, pour nous élever dans la compréhension de cette notion. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si on peut parler chez Erickson de définition de l'inconscient. Sans doute, il y a quelque chose qui se rapproche d'une définition, ou en tout cas d'une tentative pour lui de définir ce que ce serait que l'inconscient. Et c'est dans le tome 3 de l'intégrale des articles de Milton Erickson sur l'hypnose, qui est paru chez Satas, comme tous les volumes de ce type-là. Il y en a 4 sur l'intégrale des articles. Page 31 donc, du tome 3, dans un article qui date de 1959, le 13 mai, ça ne nous rajeunit pas. Page 31 donc, il dit ceci. En hypnose, nous utilisons l'esprit inconscient. Qu'est-ce que j'entends par esprit inconscient? Je veux parler de l'arrière de l'esprit, le réservoir des apprentissages. L'esprit inconscient constitue un magasin. Alors, pour ce qui est du réservoir des apprentissages, c'est une notion que pratiquement toutes les personnes formées à l'hypnose connaissent, même ceux qui ne sont pas forcément ericksoniens, comme on dit. Le réservoir des apprentissages, c'est la réactivation de ce que l'on appellerait aujourd'hui nos ressources. Alors que ce soit des ressources qui sont présentes, disponibles, ou que ce soit des ressources qui sont à construire à partir des ressources disponibles, voire même à construire je dirais, complètement, pleinement. Maintenant, je me demande pourquoi il parle de magasin, parce qu'il parle déjà de réservoir, c'est une chose, mais pourquoi parle-t-il de magasin? En fait, je me suis longtemps posé cette question. Pourquoi il parle de magasin? C'est un peu bizarre. Et puis, lors d'un dernier séjour aux États-Unis, au Wyoming, je visitais un musée dans la ville de Cody qui est consacré à l'histoire de l'Ouest américain. Et je voyais que la première chose le premier bâtiment qui est construit dans un village, dans une ville, c'est le magasin, justement. Et Erickson est américain. Donc peut-être, c'est peut-être une élucubration de ma part, mais peut-être que Erickson pensait à cette première chose fondamentale dans tous les villages, toutes les villes américaines, à savoir le General Store. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange dans cette petite phrase, dans cet article. Parce que Erickson parle de l'arrière de l'esprit pour ce qui est de l'inconscient. L'arrière de l'esprit. Il géolocalise en quelque sorte l'inconscient. Je me suis demandé, je me demande encore aujourd'hui pourquoi il utilise une telle métaphore, l'arrière de l'esprit, et je me suis demandé si c'était une façon de parler de l'inconscient qui était acceptée et acceptable, ne serait-ce qu'en son temps. Et d'ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à André Wenzenhofer,
le 2 octobre 1959, donc la même année que l'article précédent là. Il écrit ceci: je sais que j'utilise le terme inconscient, entre guillemets, il mettait souvent le terme inconscient entre guillemets, d'une manière très large. Mais voyez-vous, c'est que j'ai affaire à des patients et des étudiants. Alors, comment faire passer ce que je veux dire sans utiliser l'inconscient de manière très large? Bon, même si je crois que je ne me trompe pas moi-même, du moins pas trop, je l'espère. Alors, certainement, cette lettre d'Erickson a eu un certain impact, puisque le dénommé Wenzenhofer, dans un article de 1960, ajoute cette note de bas de page qui parle directement de cela, de ce que Erickson évoquait. Il dit ceci: quand je me parle à moi-même, j'utilise l'expression l'inconscient comme abréviation commode pour désigner une certaine totalité ou système de processus inconscients ayant certaines caractéristiques. Et je ne pense jamais à cette totalité comme ayant une localisation spatio-temporelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? On peut faire plein d'hypothèses. Peut-être que Erickson, à cette époque-là, on ne connaissait pas grand-chose sur le fonctionnement de ce qui se passait dans notre cerveau, des choses comme ça. Mais finalement, on peut aller aussi chercher des explications en lisant les écrits de Rossi, Ernest Rossi, dans les traités pratiques de l'hypnose, la suggestion directe en hypnose clinique, page 59, où Rossi dit ceci: Erickson fait souvent un petit discours d'introduction sur le conscient et l'inconscient, ou la partie avant, entre guillemets, et arrière, entre guillemets, de notre esprit. Il met en exergue le fait que l'inconscient est habituellement capable de réguler le corps, entre parenthèses, la respiration, les battements de cœur, tous les processus physiologiques, fin de parenthèse, ainsi que l'esprit par lui-même. En effet, les gens ont souvent des problèmes parce que leur cerveau conscient essaye de faire quelque chose que l'inconscient pourrait faire mieux que lui. Et puis, il y a aussi un autre ouvrage qui s'appelle La sagesse de Milton Erickson, qui a été écrit par Ronald Evans, et dans le chapitre 3 consacré à l'esprit inconscient, page 69, Evans dit ceci: même si Erickson déclarait souvent que cette dissociation des gens en deux niveaux de fonctionnement, conscient et inconscient, était une commodité de langage, il s'agit d'une simplification excessive qui est potentiellement déroutante et équivoque. Evans, d'ailleurs, va un peu, je ne sais pas si on peut dire au secours d'Erickson, c'est peut-être un peu exagéré, mais il poursuit en disant: non seulement le terme inconscient véhicule une foule de connotations indésirables et erronées issues de nombreux systèmes théoriques, mais la dualité conscient-inconscient elle-même ne transmet pas correctement la compréhension complexe qu'avait Erickson de la personnalité humaine. Et puis alors, un petit peu plus loin, il cite Erickson, et là, je pense que ça éclaire bien les choses, en tout cas dans la simplicité dont je me réclame. C'est qu'il dit ceci, page 73, toujours du même livre: hein, la première idée que j'aimerais vous faire bien comprendre est une façon de réfléchir cliniquement à propos de vos patients. Il est souhaitable pour cela d'utiliser ce cadre conscient-inconscient en raison de la facilité d'élaboration de ce concept pour le patient. Et puis alors, bon, alors pour finir et retrouver dans un instant Nicolas Gouin, euh, dans le tome 2 de l'intégrale des articles de Milton Erickson, page 454, il dit ceci: l'hypnose est un état de conscience très précis, avec un type de conscience particulier. Les sujets hypnotiques ne sont pas inconscients, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot. Ils sont au contraire excessivement conscients d'un grand nombre de choses et cependant capables de ne pas être conscients d'un tout aussi grand nombre de choses. Alors bon, ça ne nous surprendra pas
cette notion d'inconscient reste encore bien mystérieuse d'une certaine façon. Pas aussi simple que ça. Alors, retrouvons Nicolas Gouin pour voir comment on peut, avec lui, élever le niveau de compréhension, bien sûr, et de connaissance. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Claude. Eh bien, merci de nous apporter ton éclairage ericksonien sur cette affaire de l'inconscient chez Milton Erickson. Alors, tu as vu, comment dire, ma présentation de l'inconscient chez Erickson, elle est en quelque sorte un peu simple, peut-être même simpliste, hein. Bon, ça peut satisfaire les gens, mais ça peut aussi être un petit peu frustrant, j'en suis conscient. Heureusement, tu es là et tu as quant à toi, il me semble, une représentation plus élaborée de cette question de l'inconscient chez Erickson, n'est-ce pas? Alors la vision de l'inconscient chez Erickson, elle n'est pas forcément évidente puisqu'il n'en a pas vraiment, il n'a pas vraiment parlé de comment il percevait l'inconscient. Il faut le deviner. Euh, de plus en plus, à force de lire Erickson, de comparer des textes, euh, j'ai l'impression que Erickson, il adopte une vision qu'on appelle moniste de la vie et de l'esprit humain, par opposition à un dualiste. On aura l'occasion d'en reparler dans le cours de la discussion, et que cette vision moniste, elle aurait des effets sur sa représentation de l'inconscient. Hmm. Alors, le monisme, c'est vrai que en philosophie, ça date de vieux, hein. Si mes souvenirs sont bons, on retrouve ça chez Parménide, tu vois, genre 5e siècle avant notre ère. Et Parménide qui soutenait déjà que l'être et la pensée, c'est une seule et même chose. Et puis, chez le chouchou de nos contemporains, je veux parler de Baruch Spinoza au XVIIe siècle, hein, qui soutenait que la séparation, tenons-nous bien, hein, la séparation âme et corps, ça n'a pas de sens. Et que les deux sont intimement liés. On comprend pourquoi il a eu des sacrés problèmes, d'ailleurs, le pauvre. Il a même été victime de tentatives d'assassinat, hein. Et alors, est-ce que c'est dans ce sens que tu utilises ça chez Erickson? Ouais, c'est ça. Et, euh, même si au départ, je n'étais pas forcément parti de cette idée-là, ça peut être un peu surprenant parce qu'Erickson, il utilise des dualismes en permanence. C'est sûrement un truc d'hypnothérapeute de séparer des entités à tout bout de champ, de faire des dissociations. Ouais, je pense que c'est des trucs de praticiens en hypnose. Mais je pense qu'il fait ça, comme la dissociation conscient-inconscient. Je pense qu'il fait ça parce que c'est plus simple. Parce que le fait de se représenter la pensée sous forme de conscient et d'inconscient, c'est beaucoup plus facile à se représenter que de se représenter la pensée, le corps, les émotions comme une seule et même entité qui serait le fonctionnement, l'expression naturelle de la vie. Et Ouais, ouais. Mais il, alors, il y a comme une il sorte de utilise paradoxe. des concepts. Oui, Ah, pardon, excuse. ouais, Je dis, ouais, il y a comme une sorte de paradoxe. On remarque que ce n'est pas anodin chez Erickson, hein, les paradoxes, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il ouais. utilise ce cadre, le cadre donc, dualiste de l'inconscient et du conscient, alors qu'il est, selon ce que tu dis, dans la pensée de l'unité des deux, non? À quoi ça sert? C'est, je pense que c'est son habitude d'utiliser ce qui est déjà là, et que le, je pense que la plupart du temps, le commun des mortels dirait une vision plutôt dualiste du monde. Et j'ai Hum. l'impression que c'est encore plus présent à l'époque d'Erickson et dans le contexte américain Ok. de cette époque. Et donc, c'est une hypothèse, mais je me dis qu'il
il n'a pas pour habitude d'aller contre, de dire aux gens, mais non, mais vous avez tort de penser comme ça. Il part toujours de l'idée, il adopte la façon de penser générale, et à l'intérieur de cette façon de penser, il y met ses idées qui sont souvent très différentes, voire opposées. Et l'idée de l'inconscient, elle est déjà bien installée à cette époque-là, mais il présente un inconscient qui est complètement différent de l'inconscient freudien. C'est pas du tout une entité séparée telle que c'est présenté dans la psychanalyse. Je trouve qu'il se sert de cette idée d'inconscient pour parler d'une sorte de force vitale qui serait une manifestation d'un ordre naturel et qui serait en harmonie avec les émotions, les pensées, les cycles biologiques, etc. Que ça mènerait à ce que j'appellerais une forme de panthéisme pragmatique. Wow. Ah, deux choses qui me perturbent, hein, parce que d'une part, tu évoques, ouais, c'est ça, tu évoques l'ordre naturel, en quelque sorte, et puis d'autre part, le panthéisme pragmatique. Tu veux bien nous éclairer sur ces choses, sur ces sujets, Alors, l'ordre l'or- naturel. l'ordre l'ordre naturel, euh, ça signifierait que l'être humain, ça reprendrait peut-être un peu ce que évoquait justement Spinoza, que quand il dit l'être humain n'est pas un empire dans un empire, que ça suppose que l'être humain, il n'est pas séparé de la nature, il n'est pas séparé de la vie. La vie plutôt euh, concept de Michel Henry. Et donc, il est soumis à toutes les lois de la nature. Donc, s'il y a un ordre naturel qu'on peut observer autour de nous, eh bien, étant donné que nous faisons aussi partie de la nature, nous suivons également cet ordre-là. Et que ça expliquerait aussi qu'il utilise tout un tas de métaphores en lien avec l'observation de la nature. Notamment l'observation des végétaux. C'est un passionné de cactus, mais il parlait aussi des buissons, des plantes qui poussent, le courant d'une rivière, la façon dont les arbres s'adaptent avec le vent, les montagnes, etc. Il évoque énormément de capacités naturelles aux végétaux, aux animaux, aux minéraux de s'adapter à tout ce qui se passe et que si cet ordre naturel existe autour de nous, alors il existerait aussi en nous, en tant qu'être humain, on serait capable de pouvoir s'adapter et de suivre cet ordre naturel. Quelque chose de très rassurant. Mhm. Et alors, d'accord, ok, oui. Et le panthéisme, alors, c'est quoi cette affaire-là? Ce panthéisme pragmatique dont tu parles. Donc c'est bah, l'idée du panthéisme, elle suit cette idée d'ordre naturel. C'est-à-dire, si on considère que il y a comme l'évoquait Spinoza ou Parménide ou d'autres philosophes monistes, il y a une seule substance qui est la vie, qui est partout. Et la vie se manifeste également en nous à travers nos émotions, nos pensées, nos actes, nos sensations corporelles, etc. Donc si la vie est partout et qu'elle se manifeste de façon spontanée à travers les organismes vivants, on peut parler de panthéisme comme Spinoza l'évoquait quand il parlait de Dieu ou la nature. Il y a une espèce de force qui serait partout dans le vivant Mhm. et, et- et- et qui agirait de manière autonome. Donc ça serait la suite logique de l'ordre naturel de considérer ça comme un panthéisme. Tu peux J'ai me donner rajouté l'idée de quelques pragmatisme. exemples? Ouais, de, de, de Ce panthéisme. panthéisme pragmatique, De, par exemple, unité corps-esprit, des choses comme ça. c'est en,
En fait, ça serait, il y aurait une différence entre, c'est pas le Dieu transcendant en fait, c'est pas le Dieu Oui, je m'en c'est pas doute. le Dieu des religions qui Hmm. serait avec une représentation du grand type avec une barbe blanche qui dirige comme D'ailleurs, ça. il paraît que c'est une Euh, femme avec euh, une barbe blanche. Faut faire gaffe. oui, c'est ça, il y a pas de, il y a pas de genre. Mais là, en tout cas, on n'est pas là-dedans. Non. Il est pas, on n'est pas dans un Dieu transcendant. On est dans, à partir du moment où je suis vivant, je suis Dieu. Toi aussi, pourquoi pas, et cette plante derrière également. Tout ce qui est tout ce qui est vivant correspond à cette notion de Dieu qui n'est pas du tout un Dieu de religion. Hmm. Euh, de- Chez Erickson, on retrouve effectivement cette unité corps-esprit, c'est-à-dire l'inconscient va s'exprimer à travers le corps, les émotions, les pensées rationnelles, et que tout s'exprime en même temps. C'est-à-dire quand la vie s'exprime, elle va s'exprimer dans toutes ses dimensions en même temps. Et qu'à Hmm. partir du moment où on se représente ça, on va faire des interprétations différentes que dans les autres modèles que dans les autres modèles de pensée. Et ça nous permet de relier ça avec avec les métaphores naturelles dont je parlais tout à l'heure. La notion de pragmatisme, je le reliais à la pensée de William James, qui est le philosophe américain qui précède de peu Erickson. Et ce que je suis pas spécialiste de William James, mais du pragmatisme, ce que je retenais de la notion de pragmatisme, c'est qu'en gros, tout ce qui est, si ça amène quelque chose d'utile, c'est vrai. Hmm. C'est-à-dire Hmm. William James, il va considérer que la vérité, c'est ce qui va créer de l'utilité. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un exemple sur une chaîne de philosophie qui s'appelle le Précepteur, qui parlait de William James, qui, s'il voulait démontrer l'existence de Dieu, si quelqu'un dit moi je crois en Dieu parce que le fait d'y croire, ça change ma vie, ça va m'être plus sympa avec les autres, ça entraide, ça me permet d'avoir une unité. C'est quelque chose d'utile. Donc, comme cette croyance est utile, on va considérer que Dieu existe. Par contre, s'il y a une autre personne qui dit, moi je crois en Dieu, mais je pense qu'il n'en a rien à foutre de moi, et moi je n'ai rien à foutre de lui, donc ça ne change rien à ma vie, là on va considérer que comme ça n'apporte rien, on va considérer que Dieu n'existe pas. Hmm. C'est Hmm. quelque chose c'est une façon de penser qui est complètement folle pour les Européens, Ouais, c'est dans notre clair. tradition philosophique de la vérité, Hmm. c'est complètement insensé, mais dans un cadre de psychothérapie, c'est purement génial, cette Hmm. notion de pragmatisme. Donc, c'est Hmm. une association de mots que je fais avec le panthéisme et le pragmatisme qui me permet de me représenter un peu comment Erickson travaillait. Mhm. Ok. Je ne sais pas si on entend, il y a les tambours sacrés hindous qui sont en train de jouer là juste dehors. Je ne sais pas si le micro est assez Ah, moi, je puissant l'entends pas. mais c'est pas sûr. C'est amusant. Génial. Mais alors pour revenir alors du coup à quelque chose de plus une titille moi, mais qui est vraiment en lien avec ce cadre, avec ce que tu dis, euh, c'est l'histoire de quand Erickson dit c'est à l'arrière de l'esprit. Tu vois, quand il géolocalise anatomiquement, physiologiquement, Oui. l'inconscient. Ça me perturbe ça beaucoup. Alors, peut-être que c'est un peu bête, mais voilà, ça me perturbe. Je pense que ça perturbe pas mal de gens aussi quand on dit Erickson. Ça. Tu l'exposais tout à l'heure aussi comme, comme une métaphore probable de situer l'inconscient à l'arrière comme une sorte d'arrière-pensée, à l'arrière de notre pensée, comme, comme une force qui pourrait fonctionner de manière à la fois discrète et puissante. Mhm. Euh,
Je m'étais posé la question aussi. Moi, je m'étais dit que dans les théories de l'époque, il y avait beaucoup de théories qui imaginaient que la conscience, la plupart des particularités humaines, se situaient à l'avant au niveau frontal et que par opposition avec cette idée-là, il allait le situer plutôt à l'arrière au niveau occipital. Ouais. Marc on se gratte Euh, souvent la tête c'est- pour réfléchir à ce qu'on pense, hein. ouais, Et on se gratte l'arrière de la l'inconscient, tête, ouais, pour le on stimuler un regarde, petit on peu. se gratte son inconscient. C'est euh, mais j'ai l'impression, en fait, quand on l'imagine comme ça, le simple fait d'imaginer une pensée qui serait à l'arrière qui serait à l'arrière du crâne, rien que le fait de me l'imaginer, ça crée des perceptions qui me déconnectent. Je trouve que ça me met, rien que de l'imaginer, ça induit une transe déjà. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux dire que toi, cette affaire-là, tu l'as déjà éprouvée physiquement, si je comprends bien, mais oui, c'est ça? Tu l'as éprouvée? C'est, si je me le représente comme une manière de penser non consciente. Ouais. Euh, Souvent, quand je sens que je suis trop envahi par des pensées qui se bousculent et euh, ouais, qui m'empêchent de me sentir bien ou même de rassembler mes esprits, je m'imagine pour me recentrer, euh, partir du sommet du crâne et presser comme un pressoir à raisin, comme un pouce-café, pour pouvoir bien tasser en dessous et faire tomber tout ça en dessous des épaules. Euh, il y a un cas clinique d'Erickson où il parlait de ça, il faisait une dissociation partielle et il demandait à la personne de se réveiller juste au-dessus des épaules et la partie en dessous des épaules restait en transe. C'est cette idée de séparation entre le dessus et les dessous des épaules, ça m'avait bien parlé, ça. C'est comment tu fais toi Ah, écoute, ouais, c'est vrai, ça passe par le corps, avec un ralentissement important du rythme respiratoire, vraiment qui va jusqu'au bout du souffle, souvent, c'est-à-dire jusqu'à cette espèce de d'époquée, on dirait, c'est-à-dire de parenthèse, quoi. À la fin du souffle, tu sais, il n'y a plus rien à sortir, il n'y a pas encore quelque chose à faire entrer, il n'y a pas de blocage de la respiration. Il y a vraiment cette parenthèse, ouais, je pense que c'est ça jusqu'à en fait ce que je ressente une sorte d'absence quasi totale hein, à moi-même, hein, une suspension de la pensée. Euh, du moins, c'est ce que je ressens. Je m'occupe plus d'exister. En fait, oui, c'est ça. Je ne m'occupe plus que d'exister là où je suis, en fait. Et y compris en présence du patient, d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. Et je sais entre guillemets, hein, plutôt je sens ou je ressens, mais oui aussi je sais, je me dis là, tiens, là je suis. Quoi. Hein, en transe, quand arrive une sensation bizarre, hein, souvent illogique, avec un surgissement, hein, par exemple, d'une figure animale qui arrive là, ou d'une parole inattendue. Ouais. En fait, en t'écoutant là, je me demande si à ce moment-là, je suis pas en quelque sorte possédé par l'inconscient, tu vois, par le corps lui-même, par la vie, quoi, finalement. ça, ça me parle, ouais, cette idée de possession enfin, je sais pas comment tu l'interprètes, c'est pas quelque chose que j'interpréterais de façon mystique. Oui. C'est effectivement possédé par l'inconscient, c'est être en contact c'est être en contact avec la vie, c'est être en contact avec cette force naturelle qui, euh, qui nous pousse à nous adapter d'une manière qui peut être parfois illogique ou irrationnelle, ou qui a une autre forme de logique. Mhm. Pas la rationalité, pas la rationalité consciente, c'est vraiment une force beaucoup plus pulsionnelle, créative, adaptative.
Ça, je trouve, en tout cas dans les contextes dans lesquels on l'utilise, je pense. Euh, ouais, ça me parle bien, ouais, cette idée-là. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. Je pense que évidemment, ça ne clôt pas, ça ne clôt que provisoirement la question de l'inconscient chez Erickson, mais j'espère que ça vous aura toutes et tous intéressés. Le prochain dossier, je n'ose pas encore dire quand il sera parce qu'il faut travailler avant, mais j'aimerais ouvrir le dossier des trans, de la trans chez Erickson. Et je pense que c'est pas sûr d'ailleurs un seul épisode de ces études ericksoniennes y suffira, mais on verra bien. Et donc, merci Nicolas d'être notre éclaireur sur ces sujets-là. À bientôt. C'est le moment de fermer ce premier opus des études ericksoniennes. Nous attendons, j'attends en tout cas moi, vos commentaires, vos appréciations, euh, si cela vous intéresse ou pas. Tout, on a le droit de dire aussi ou pas, hein, en espérant qu'il puisse y avoir une suite, ce que je crois. Au revoir.